en direct de l'Ubu Bar où j'ai trouvé sur un canapé un Amiénois, un Picard qui traînait par là. Ma mère m'en met dans les poches le matin en me disant tu verras un jour ça te servira. Il se trouve que Benjamin Lucas est le représentant national, mais oui national, pas départemental, pas régional, national de Benoît Hamon. Donc autant dire qu'il est hamoniste, autant de dire génération, qu'il est de génération et pas comme les salopards qui essaient de vous descendre, désenchantés. Pour citer Mylène Farmer. Ah bah si on commence avec les grands auteurs. Donc, Benjamin, tu es à Perpignan parce qu'il y avait une retraite au flambeau et parce que tu promenais ton Martinez à Perpignan. Non, c'était un hasard si on se retrouvait là avec Philippe Martinez. Non, moi je suis venu filer un coup de main et puis rencontrer le comité de génération à Perpignan, qui est un comité exceptionnel, qui est au cœur de la gauche et de l'écologie, au cœur du mouvement social, investi dans la vie de la cité et qui fait un travail exceptionnel et donc qui mérite qu'on vienne les soutenir et puis qu'il y a un petit coup de projecteur sur le travail qu'ils font parce que ça fait des mois et des mois qu'ils sont sur le terrain pour tout simplement défendre les valeurs qui nous sont communes. Est-ce que tu viens comme tout le monde parce qu'on a vu plein de gens, on a vu la presse notamment, on a fait un débat il y a pas longtemps avec quasiment tous les candidats, on a regretté Romain Gros qui selon moi est le candidat, mais bon passons. Mais les macronistes se cachent beaucoup en ce moment parce qu'ils ont du mal à expliquer leur réforme des retraites. Oui. D'ailleurs, s'ils nous regardent, peut-être qu'on peut enfin avoir des explications. Oui, voilà, Romain, si tu nous entends. Enfin bon, bref, on avait Le Monde, on avait Mediapart, on va avoir Les Échos qui va atterrir, je vais pas faire toute la liste, mais parce que il semblerait que la ville de Perpignan soit prenable par un candidat sans étiquette, mais qui a eu un passé coupable au Front National, je veux dire Louis Alliot. Est-ce que c'est aussi pour ça que on vient à Perpignan du côté de Génération? Bon, moi je viens à Perpignan parce que en plus j'ai quelques attaches familiales dans le département. Mais oui, il y a effectivement, c'est une ville symbole politiquement. C'est une ville, mais pas que parce qu'il y a la présence de ce sinistre personnage qui est Louis Alliot, mais parce que c'est une ville qui a des difficultés et des atouts qui reflètent ce pourquoi on fait de la politique et ce pourquoi le comité Génération à Perpignan il existe. Le besoin d'écologie, le besoin de justice sociale et de dignité, le besoin de démocratie, de redonner aux habitants du pouvoir sur leur ville. Mais oui, Louis Alliot il existe, il est là, c'est une réalité. Alors sans étiquette, il est quand même bien d'extrême droite. La dernière manif nazie, il n'y était pas. Hein. Non, mais bon, mais c'est comme ça maintenant. Il se cache un peu les fachos, mais en tout cas, à quoi on les reconnaît? Il en est un. Parce que bon, moi j'ai connu Mussolini, qui par ailleurs était un homme sympathique dans le privé. Enfin, c'est ce que disait mon ami le comte Tiano. À quoi on reconnaît un fasciste maintenant? Un fasciste moderne, ça ressemble à quoi? Ils ont plus de costumes, apparemment. C'est quoi les paramètres? Eh bien, moi je débat beaucoup avec des fachos, on va dire ça comme ça. Oui. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de les laisser parler et au bout de 5 minutes, vous savez, comme un espèce de syndrome de Gilles de la Tourette de l'extrême droite, ils vont vous parler d'immigration, ils vont vous parler d'identité nationale et ils vont forcément dévier sur l'aide médicale aux étrangers ou des choses comme ça. Donc en fait, il suffit de les laisser parler, le naturel revient toujours au galop. Là où ils sont malins, c'est que avant ils commençaient par ça. Maintenant, ils essayent d'épouser les discours et les colères qui sont dans l'air du temps et qui sont partagés par la population. Mais il faut pas se leurrer, quand l'extrême droite elle est au pouvoir, et je le dis pour les électeurs de Perpignan, vraiment, je les en conjure. Moi, je suis dans une région où l'extrême droite elle est au pouvoir dans des communes. Par exemple, à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, c'est plus local pour le secours populaire, c'est aucune action sociale et solidaire dans la ville, c'est la démocratie locale bafouée. En fait, c'est, ils disaient tous pourris, mais en fait, les plus pourris de tous, c'est eux. Ouais, mais c'est parce que c'est le Front National du Nord, il n'est pas comme le Front National du Sud. Ouais, ils sont pareils, c'est les mêmes. C'est les mêmes. D'ailleurs, en vrai, ils sont tous un peu partout, mais ils habitent presque tous à Paris. Ah. Donc, on va revenir. Alors, ici, c'est une ville qui est bien, finalement, pour Benoît Hamon et Génération, parce que Benoît Hamon étant l'inventeur, entre guillemets, du revenu universel, un tiers de la population est justifié à le toucher. Mais est-ce que ça fait pas une ville de feignants, tout ça? Eh ben non, parce que moi j'aime le travail, tu comprends, alors je m'inquiète. Eh oui, mais il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir travailler. Mais le revenu universel, c'est c'est d'abord, oui, et tu l'as rappelé très justement, un moyen de lutter et d'éradiquer la grande pauvreté. C'est quand même le fléau de notre époque, la grande pauvreté. Il y a un rapport d'Oxfam, l'ONG, qui a rappelé il y a quelques jours que les 1% d'ultra riches détiennent 90% de la richesse. Je sais pas si je donne le chiffre exact, mais c'est cette sorte de grandeur-là que j'avais. Ça veut dire, j'avais fait le calcul en termes d'heures. Ça a encore augmenté, ça veut dire que là, pendant qu'on parle, pendant le début de notre entretien,
bien. Bernard Arnault, par exemple, il a gagné l'équivalent de ce qu'on gagnera toi et moi en plusieurs vies. Oui. Bon, et donc tout ça montre qu'on a un système qui tourne pas rond, qu'on a des inégalités, des injustices qui sont devenues insupportables. Donc le revenu universel, il est un moyen de corriger ça. Il est aussi un moyen de repenser notre rapport au travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas et qui aimeraient pouvoir travailler. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autrement, qui sont engagés dans l'associatif, qui aident leurs aînés, etc., qui méritent d'être reconnus pour cela. Et puis il y a une nécessité de partager le travail parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas heureux dans leur travail et parce qu'il y a des chômeurs. Donc moi je crois que le partage du travail, le partage de la richesse, le partage des ressources, tout ça participe d'un même projet de société et que le revenu universel, il s'inscrit pleinement là-dedans. Alors moi je vais prêcher pour le diable, hein, et je vais citer mon ami Jean-Marc Pujol qui oui, en termes de diable, là on a à la fin du débat a dit j'avais quitté un spectacle de magicien, je vois que j'en rejoins un autre, alors comment faites-vous pour financer? J'espère que j'ai bien imité. Alors, moi, ils me font rire ces gens-là qui donnent des leçons de réalisme et de crédibilité parce que le modèle qui est le leur, le modèle libéral, il faut casser le code du travail pour embaucher, il faut déréguler, il faut privatiser, etc. Ça fait 40 ans qu'on l'applique. Est-ce que les gens vivent mieux? Non. Est-ce qu'il y a le plein emploi? Bernard Arnault me dit non. Oui, Bernard Arnault, mais les gens, je parle des gens, des vrais gens. Pas de ceux qui, pas des ultra riches, de toi, de moi, etc. Mais, et donc, ça fait 40 ans que leurs recettes s'appliquent finalement. Et malheureusement, je le dis y compris pour mon camp politique, la gauche, elle a trop souvent cédé à la tentation libérale. Et en fait, leurs recettes, elles ne marchent pas. 83 et de l'or quand même. C'est eux qui sont complètement utopistes. C'est nous les réalistes. C'est nous qui disons, bah oui, quand il y a la révolution numérique, il faut faire cotiser les robots parce que là où on supprime de l'emploi humain et qu'on met des machines à la place, il faut faire cotiser les robots pour compenser et pour financer la protection sociale de demain. C'est nous quand on dit revenu universel pour partager le travail, pour partager la richesse, c'est nous qui sommes dans le vrai. Et c'est eux qui sont complètement dans le monde d'avant. Enfin, vous savez, c'est des gens qui sont dans le vrai de leur point de vue, ça justifie. Mais eux, ils réfléchissent encore avec des trucs comme la croissance, par exemple. Et donc, ils font la danse de la croissance, comme d'autres faisaient la danse de la pluie, en disant, on va avoir le plein emploi comme ça, etc. Mais enfin, faudrait combien d'années de croissance à 2 chiffres pour avoir le plein emploi? Tout ça est ridicule. Donc, tous ces gens qui disent comment on finance, moi, je leur demande comment ils ont financé tous leurs cadeaux aux riches depuis 30 ou 40 ans. Moi, je sais comment on finance le revenu universel. On fait cotiser les robots. On rétablit l'ISF. On partage enfin la richesse. On fait une vraie réforme fiscale qui prend à chacun selon ses moyens et qui redonne à chacun selon ses besoins. C'est très simple. Aux États-Unis, sur Roosevelt, on prélevait beaucoup plus les riches qu'on les prélève aujourd'hui en France. Pourtant, il me semble pas qu'il y ait eu aux États-Unis qu'on traite Roosevelt de dangereux communiste. Bon voilà. Oui, c'était John Maynard Keynes, etc. Qu'est-ce que je veux dire ça, c'est toi qui le sais. Oui. Je te ferai l'histoire plus tard. La question qui se pose, c'est est-ce que la taxe sur les transactions financières, tu y crois pour financer, mais pas que, la taxe Tobin? Bah oui, j'y crois. C'est pas un truc de bolchevique. Bah non plus, mais en fait c'est ça. Mais moi j'y crois et il faut de la volonté politique. Et le problème qu'on a quand même depuis des années, c'est qu'on a des responsables politiques, et Macron en est l'illustration parfaite, qui sont dans la main des lobbies. François Hollande aussi. Et François Hollande aussi, mais bien sûr, moi je l'ai combattu quand j'étais à la tête du mouvement des jeunes socialistes. Je l'ai combattu sur la loi travail, je l'ai combattu sur le TSCG, le traité européen, qui était son premier renoncement. Tout démarre de là, de ce renoncement européen-là. Je l'ai condamné sur le pacte de responsabilité, c'est-à-dire toutes ces politiques absurdes qui fonctionnent avec les modèles économiques libéraux qui sont ceux des années 80 de Thatcher et Reagan. Tout ça, c'est absurde. Donc moi, j'y crois, il faut de la volonté politique. Le problème, c'est qu'on a des dirigeants politiques, trop souvent, qui sont dans la main des lobbies, et même quand ils ont des bonnes intentions, regardez, Macron, il nomme Nicolas Hulot au gouvernement. C'est très bien. Ouais. Tout le monde trouve que Nicolas Hulot, c'est quelqu'un de très bien. C'est le meilleur écologiste de France. Bah ouais, sauf que dès que ça devient sérieux, qui est-ce qui a table ouverte à l'Élysée? Les chasseurs. C'est les lobbies. C'est les lobbies. Mais les chasseurs, les lobbies du nucléaire, les lobbies du pétrole, c'est Total et compagnie. Donc en réalité, aujourd'hui, il faut se réapproprier par la démocratie les moyens d'agir et donc d'imposer des réformes comme celle-ci. Tu crois à l'Europe? Tu crois que l'Europe est réformable? Oui. Oui, parce que l'Europe, c'est quoi? Aujourd'hui, qui est-ce qui bloque les avancées au niveau européen? C'est le Conseil européen. Le Conseil, c'est qui? C'est les nations qui sont autour de la table. C'est les chefs d'État. Moi, je trouve que l'Europe, elle va pas dans le bon sens. Mais je prends un exemple. Je trouve que la France va pas dans le bon sens non plus. Est-ce que pour autant, je suis pour que la Picardie, ma région, les Hauts-de-France maintenant, désolé, mais encore une mauvaise réforme de François Hollande. Est-ce que je suis pour que la Picardie ou les Hauts-de-France sortent de la France? Non. Donc c'est la même chose avec... Non. Picardie, indépendance, je ne suis pas un indépendantiste picard, j'en fais l'aveu ce soir. Mais je veux changer, réformer mon pays. C'est pareil avec l'Europe. Et moi je crois que les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, je prends l'exemple
du dérèglement climatique, qui est le plus grand défi auquel l'humanité a été confrontée. Si on fait des politiques nationales, c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas parce que nous on est plus vertueux que les Allemands, que les Hollandais, que les Espagnols, que quand l'eau va monter de quelques mètres, elle va monter moins vite chez nous que chez les autres. Ouais, voilà. C'est pas quand la température va monter, elle va pas moins monter chez nous que chez les autres parce qu'on aura été plus vertueux. Oui, mais on pourra bombarder l'Allemagne. Donc il faut prendre ces problèmes de façon globale. Non, non, moi je ne veux pas bombarder l'Allemagne, j'ai beaucoup d'amis allemands, j'aime beaucoup l'Allemagne. Tu leur vendrais pas du beurre quand même. Je ne répondrai pas à cette question. On va terminer cette interview. Alors la question qui se pose, c'est à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens qui vont pas aller voter, parce que c'est le problème des électeurs ici, déjà à la dernière élection on était près de 60% au premier tour, un peu moins au deuxième tour d'abstention, je parle pas des... Pour les faire sortir du bois et qu'ils aillent déposer leur bulletin, l'alternative, puisque c'est le produit qu'on vend ce soir, voilà. À part leur dire que c'est pour leur bien, mais enfin, tu vas pas leur dire que c'est pour leur mal. On casse le studio. Voilà. Bah oui, d'abord oui, c'est pour leur bien. Moi je crois qu'il faut partir de ce qui s'est passé ces derniers mois dans ce pays. Il y a eu des mouvements qui donnent de l'optimisme et qui peuvent nous redonner confiance dans la démocratie. D'abord, il y a eu les Gilets jaunes. Oui. Alors que tout le monde nous disait la question centrale, c'est la question identitaire. Que Le Pen et Macron étaient d'accord pour parler d'islam, de communautarisme, de voile, de tout ça, etc. Et de finalement monter les gens les uns contre les autres. On a eu des gens qui ont mis un gilet jaune, qui sont allés sur des ronds-points, qui ont dit nous on veut parler de nos salaires, de notre pouvoir d'achat, de l'écologie. Nous on veut parler de démocratie et du pouvoir qu'on reprend sur nos vies et sur la vie du pays. Ça, c'est quand même une super source d'optimisme. Ensuite, on a des milliers de jeunes, des millions de jeunes à travers le monde qui marchent pour le climat. On a en ce moment, il y avait ce soir une retraite au flambeau à Perpignan et partout en France contre la réforme des retraites, un mouvement social exceptionnel qui montre que les gens... Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça veut rien dire. Non mais si, il y avait beaucoup de monde. Je termine. Mais je sais pas, j'ai pas compté. Moi, je suis pas expert comptable. Je suis pas expert comptable. Je suis militant politique. D'accord. Donc, on a un mouvement qui montre que les gens ne sont pas résignés. Donc, je le dis, on a des sources d'optimisme qui montrent qu'on peut inverser le cours des choses. Il y a à Perpignan, comme dans d'autres villes, des listes qui incarnent ça et qui veulent pas seulement. En fait, je pense que il y a des gens qui veulent garder le pouvoir ou le conquérir. Et puis il y a des gens comme nous, comme d'autres, qui veulent rendre un peu de pouvoir aux citoyens. Et c'est pas qu'un slogan, c'est on a besoin de faire respirer la démocratie, on a besoin, avec les budgets participatifs, avec les référendums d'initiative locale, avec une autre approche de la démocratie dans la ville, on a besoin de redonner du souffle à la démocratie, de redonner du pouvoir aux citoyens. Et il y a des listes qui le permettent, notamment à Perpignan. Mais est-ce que les gens sont pas trop cons maintenant pour qu'on leur confie ne serait-ce qu'une once de pouvoir ? Moi je crois pas du tout que les gens soient trop cons. Non, moi je parle d'un principe de mépris social, mais non, essaye de me convaincre. Au contraire, je prends l'exemple des Gilets jaunes. Au début des Gilets jaunes, on nous a dit, là, les éditorialistes, une certaine gauche, etc., c'est « Oulala, c'est des fachos !» etc. Et ils sont anti-écolos parce que c'est le prix de l'essence. Mais enfin, il n'y a pas un gars que j'ai vu sur un rond-point qui m'a dit « Je veux que mes enfants respirent de la merde ou bouffent de la merde. » Il dit simplement « Je veux pouvoir les nourrir, mes gosses. » Toutes ces mères de famille qui sont allées sur des ronds-points manifester pour la première fois de leur vie parce qu'elles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, c'est ça la réalité. On a dit il y a des fachos, les fachos ils se sont fait mettre dehors. Regardez d'ailleurs aujourd'hui le Front National, il est très critique vis-à-vis des Gilets jaunes parce qu'il n'a pas réussi à récupérer le mouvement. Donc en réalité, je crois qu'il faut toujours faire confiance au peuple, il faut toujours faire confiance aux citoyens. Parce que c'est quand même ça un peu le sens de l'histoire et c'est un peu comme ça toujours qu'on a fait des grandes choses. Donc le mépris qui consiste à dire les gens sont trop bêtes, mais c'est comme avec la réforme des retraites, hein. Ouais, c'est complexe, vous savez, on fera l'étude d'impact et la simulation après, une fois que vous aurez morflé. Maintenant, ça marche pas comme ça. Les citoyens sont adultes. Nous sommes un peuple adulte, mature, capable de choisir pour lui ce qui est bon et ce qui est mauvais. Benjamin Lucas, merci. Merci.